Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de découvrir Timothée Demeyer pour son roman Jusqu'à la bête qui est donc sorti en poche récemment en janvier, le 20 janvier, pour fêter la collection poche des éditions Asphalt. Et on a donc la chance d'avoir Claire Duvivier qui est la cofondatrice avec Estelle Durand des éditions Asphalt. On va commencer par vous, Claire, pour définir, pour savoir pourquoi avoir décidé justement d'avoir créé une collection de poches au sein d'une maison d'édition indépendante. La plupart du temps, en tout cas souvent, même si c'est de moins en moins, les maisons d'édition revendent les droits des livres aux maisons d'édition poche. Pour le coup, là, vous avez fait le choix de créer une collection poche au sein d'Asphalt avec deux livres qui sont donc déjà parus début janvier, mi-janvier, donc celui de Timothée Demeyer Jusqu'à la bête, et donc Ricardo Romero, Je suis l'hiver. Les deux sont déjà sortis et le troisième sortira en mars. C'est Aymen Garbi, Magma Tunis, que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu. Alors, pour commencer, Claire, expliquez-nous cette volonté de créer cette collection poche au sein d'Asphalt. Alors, bonsoir à tous. Alors nous, Asphalt, ça va être notre 13e année. Donc on commence à avoir un catalogue plutôt conséquent et assez varié surtout. Pour nous, ce qui est important avant toute chose, c'est aussi de suivre nos auteurs au cours de leur carrière d'écrivain, que ce soit nos auteurs français ou nos auteurs étrangers. Et pour nous, ce qui était assez crucial, c'était de garder le contrôle sur les parutions poche. Pour nous, c'est essentiel que tous nos titres ils aient cette deuxième vie qui leur permet de toucher d'autres lecteurs. En fait, il y a beaucoup de lecteurs qui lisent qu'en poche, que ce soit pour des raisons financières ou des raisons pratiques, ou finalement, en fait, la lecture en grand format, ça touche qu'une partie vraiment réduite du lectorat de la littérature contemporaine en France. Donc pour nous, c'était aussi important de pouvoir contrôler ces parutions poche, c'est-à-dire contrôler leur date de sortie pour pouvoir, on va dire, faire des mises en avant calculées, c'est-à-dire pouvoir sortir un poche au moment, par exemple, où va sortir la nouveauté d'un même auteur ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'était vraiment de construire toute cette communication autour des nouvelles parutions, vraiment dans le but de mettre en avant l'auteur. Dans le sens à la fois ses nouveautés et aussi ses titres déjà parus. Ce qui n'est pas toujours possible quand on passe par un éditeur extérieur, sachant que l'avantage en passant par un éditeur extérieur, c'est qu'on a affaire à des moyens qui ne sont pas ceux d'une maison indépendante généralement, que ce soit en termes de diffusion, de distribution, de marketing. Mais en revanche, par contre, on n'est plus du tout maître des horloges. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas forcément savoir quand le livre va sortir. Ce ne sera peut-être pas le meilleur moment pour nous, ce ne sera peut-être pas le meilleur moment pour l'auteur. Donc, en pesant le pour et le contre, et pour le coup, on n'est pas les seuls. On a vu qu'on n'était effectivement pas la seule maison en ce moment indépendante à se dire commençons à contrôler notre propre production poche. On s'inscrit vraiment dans cette ligne-là, à savoir maintenant, nous voulons proposer nos propres poches pour mieux défendre nos auteurs et puis pour mieux défendre notre ligne éditoriale. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé. Donc, c'est un peu notre grand projet de cette année. C'est le grand projet 2023 d'Asphalt. On a commencé avec deux titres qui sortent seuls, c'est-à-dire sans accompagner une sortie nouveauté du même auteur. Pourquoi ces titres? Parce que c'est des titres assez emblématiques du catalogue. C'est des titres qui ont rencontré pas mal de succès à l'époque de leur sortie en grand format. Donc, bon, Jusqu'à la bête, on va y revenir en long, en large, en travers ce soir en présence de Timothée, du coup. Donc, je rentre pas trop dans les détails, mais pour Je suis l'hiver, par exemple, il était sorti en janvier 2020. Il a, à peu près en même temps qu'on a changé de diffusion en passant chez Harmonia Mundi, et il avait été plutôt bien reçu. Il avait touché des libraires qui ne connaissaient pas forcément d'habitude, et surtout, Ricardo Romero, c'est un auteur argentin. La littérature argentine, c'est une des colonnes vertébrales d'Asphalt, qui est un monstre un peu bizarre avec plusieurs colonnes vertébrales, mais la littérature argentine, c'est quand même quelque chose qui est assez central dans la production d'Asphalt. Donc pour nous, l'idée, c'était avec ces parutions simultanées, c'est d'être présent, de pouvoir aussi communiquer sur cette sortie simultanée, et surtout de commencer par des titres forts qui se tiennent en eux-mêmes et qui, pour le coup, justement, peuvent faire découvrir l'étendue de ce qu'on fait. En seulement deux titres, on a effectivement à la fois un français et un étranger, donc ça montre un peu les deux piliers principaux d'Asphalt. Par la suite, au cours du premier semestre, cette collection poche, elle va s'étoffer en synergie avec des nouveautés qui vont sortir.
Donc, comme tu l'as dit, en mars, on va sortir Magma Tunis, qui était le premier roman d'Ayman Garbi, qu'on avait sorti en 2018 à l'origine, mais on va le sortir en même temps que sa nouveauté, que son troisième roman, Le Centre d'appel des écrivains disparus. Donc, pour nous, c'est à la fois continuer à suivre l'auteur, mais aussi remettre en avant ce qui a déjà été écrit et qui est toujours d'actualité, parce qu'un livre, et ça c'est très important, un roman, ça n'a pas de date de péremption. Effectivement, c'est pas parce qu'il disparaît des rayonnages des librairies ou de l'actualité ou de la presse que c'est pas un livre qui va pas toucher ses lecteurs, toucher de nouveaux lecteurs. Et il va en aller de même en avril aussi, parce que notre programme est prêt jusqu'en avril pour le Poche. On va republier Avalée du sable, qui était le premier roman d'Antonio Charceneschi, un auteur brésilien, donc on publie tous les romans. Et ça va sortir du coup en même temps que sa nouveauté, Une tristesse infinie, qui est un roman extrêmement différent en plus, mais ça va être l'occasion de montrer les multiples facettes du talent de ce jeune auteur. Donc c'était vraiment cette volonté-là, c'est d'être plus maître finalement de la temporalité de la parution des nouveaux titres en fait. Et puis surtout, ce sont des titres asphalte vraiment, que ce soit dans leur thématique, que ce soit dans leurs auteurs. En général, c'est des auteurs qu'on suit depuis le début. En tout cas, c'est le cas de Timothée, c'est le cas d'Aymen, c'est le cas d'Antonio. C'est presque le cas de Ricardo, mais il a une histoire un peu plus compliquée. C'est un roman qui n'est pas publié en espagnol, c'est pour ça. Mais effectivement, pour nous, c'est important qu'il reste au sein du catalogue et qu'il fasse partie de notre image de marque d'une certaine manière. Et littérature argentine et même sud-américaine, puisque je me rappelle d'une très belle rencontre avec Edir Augusto. Là, pour le coup, en effet, c'est assez identifiable côté asphalte, cette littérature sud-américaine. J'aimerais, Claire, que tu nous parles de ta rencontre, de votre rencontre avec Estelle, avec Timothée, puisque vous avez été le premier éditeur à lui faire confiance, il me semble. Il a aussi été le premier auteur français à nous faire confiance. Ça a été une grande première pour nous tous. Il faut savoir que nous, quand on a lancé Asphalt avec Estelle, notre but, c'était vraiment de publier à la fois des auteurs étrangers et des auteurs français. Mais en réalité, on a mis un peu de temps à trouver des textes qui nous plaisaient, des textes français qui nous plaisaient. Et on a commencé à publier en 2010, arrivant en 2014, on n'avait toujours pas publié d'auteur français, en fait, jusqu'au moment où on est tombé sur un manuscrit, le manuscrit de Timothée, son premier roman qui s'appelle Prague-Faubourg-Est, le voilà ici, et qui a été le tout premier roman français publié par Asphalt. C'était en octobre 2014, je m'en souviens très bien. Ça a été une rencontre, surtout une rencontre humaine aussi, parce qu'il se trouve, c'était un hasard, mais effectivement, Timothée n'habitait pas très très loin de là où était le bureau d'Asphalt à l'époque. Donc très vite, on a quand même été amené à se rencontrer en vrai, ce qui change quand on travaille avec des auteurs étrangers, en fait. Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Et de pouvoir vraiment travailler main dans la main, du coup, avec un auteur, en travaillant de très près sur le texte même, travail qu'on peut faire avec des traducteurs par ailleurs, mais effectivement, c'est quand même pas la même chose de travailler directement avec l'auteur. Donc, on a travaillé tous les trois ensemble sur ce manuscrit. On a aussi, je pense, accompagné Timothée jusqu'à la forme définitive qu'a pris Prague-Faubourg-Est, qui a eu un très bon accueil pour un premier roman, ce qui nous a beaucoup encouragés, parce que pour le coup, on partait un peu vers l'inconnu. On arrivait à trouver nos marques en littérature étrangère. La question, c'était est-ce que les libraires de littérature francophone vont nous suivre? Et ça s'est extrêmement bien passé. Donc ça, c'était le premier roman de Timothée en 2014. Et ensuite, on attendait avec impatience son deuxième roman. Il y a un autre auteur français qui nous avait rejoint en catalogue entre-temps. Donc du coup, on avait vraiment cette volonté de développer cette partie-là du catalogue et de suivre ces auteurs-là. Et ce deuxième roman, ça a été Jusqu'à la bête. Et je me souviens, alors ça devait être fin 2016, quelque chose comme ça, où effectivement, Timothée, tu m'avais envoyé un fichier, un gros fichier très brut de décoffrage, avec, alors il ne s'appelait pas encore Erwan à l'époque, il avait un autre prénom, mais effectivement avec un texte vraiment déchirant et poignant sur le devenir de cet ouvrier qui est le narrateur de Jusqu'à la bête. Et effectivement, moi, ce qui m'a séduite à la fois, c'est qu'on retrouvait ton écriture, qu'on sentait que tu avais franchi un cap incroyable, que tu avais énormément progressé dans l'écriture. Et surtout, on avait un roman qui était très différent du premier.
Et c'était aussi quelque chose que j'appréciais, qu'on découvre quelque chose de différent, à savoir que Prague-Faubourg-Est, comme son nom l'indique, c'est un roman qui parle de la ville de Prague, de la République tchèque. On est dans les années 90, on n'est pas de nos jours. Et là, avec son deuxième roman, on était projeté dans une zone d'activité française de nos jours, dans la peau d'un jeune ouvrier en fait du côté d'Angers. Donc ça m'a beaucoup séduite. On a beaucoup travaillé ensemble. C'est surtout Timothée qui a fait tout le boulot. Là, je suis en train de tirer ma couverture à moi, mais en fait, voilà quoi. Donc Timothée a peaufiné le texte, il a énormément travaillé, il a énormément repris pour lui donner vraiment un axe, une direction. Enfin, je pense que ça se sent vraiment à la lecture que c'est un texte qui tend vers un but. On a perdu Claire, non? Ah mince, oui. Je crois qu'elle s'est figée. À mon avis, la connexion a dû se perdre. Et en fait, on l'a fait lire très tôt à des libraires. On t'a perdu pendant une quinzaine de mince. secondes. C'est pour ça. Je suis de retour, c'est bon. C'est bon. Oups, désolée. Oui, on a réussi à le faire lire très en avance en fait à des libraires. Dans le cadre de la rentrée littéraire, on a eu le texte très en avance, on a pu faire le lire très tôt. Et en fait, il y a une espèce de bouche à oreille qui s'est mise en place, une espèce d'avalanche de coups de cœur de libraire en libraire, qui étaient hyper enthousiastes sur le texte, qui n'avaient pas forcément lu Prague-Faubourg-Est, mais qui se sont complètement emballés pour Jusqu'à la bête et qui l'ont défendu auprès de leurs clients, en fait. Et du coup, ça fait effectivement, comme une traînée de poudre, vraiment, ce livre a eu une très, très belle vie. Il a été très attendu. On a eu beaucoup de presse et beaucoup de coups de cœur de libraires, donc de libraires qui l'ont vraiment porté avec énormément de passion. Pour nous, en tout cas en tant qu'éditrice, Estelle et moi, c'était vraiment nouveau, cet emballement sur un titre des mois et des mois avant parution. Donc voilà, ça a été vraiment une très très belle histoire pour Asphalt. On a vraiment franchi, nous aussi, un cap. Autant Timothée, on trouvait qu'au niveau de l'écriture, il avait vraiment, il était vraiment en train de s'épanouir, vraiment. Autant nous, Asphalt, en tant que maison d'édition, on a monté une marche en plus grâce à ce texte. Vraiment, ça a été assez incroyable. Et effectivement, je vois une remarque sur le prix Sésame. Effectivement, il a été sélectionné pour le prix Sésame. Et effectivement, ça l'a bien boosté, effectivement, pour reprendre les termes. Il a été sélectionné dans vraiment pas mal de prix et des prix très différents aussi, y compris des prix de littérature noire, un prix de deuxième roman, un prix de lecteur, un prix de libraire. Donc, du coup, on sentait bien qu'il a été lu et apprécié par des lectorats très différents, en fait. Donc, c'est ça aussi qui a fait son succès, en tout cas, pour nous, en tout cas à l'échelle d'Asphalt. Donc, effectivement, inutile de dire que le troisième roman était attendu de pied ferme par pas mal de monde. Et il est sorti à la rentrée 2020, donc c'est récent. C'était Demain la brume. Demain la brume, là, qui nous transporte dans les années 90, au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. Et plus précisément du côté de Vukovar, donc vraiment à la frontière serbe et croate. Voilà. Du coup, ça a été un peu la suite de notre chemin avec Timothée. Mais après, je vais peut-être pas trop monopoliser la parole. Ça se trouve, je pense qu'il a peut-être des choses à ajouter sur ce chemin qu'on a fait ensemble. La parole est à moi. Bon, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et de pouvoir passer cette heure et demie en votre compagnie. C'est un plaisir. Nous, les auteurs, on travaille toujours sur des textes, on passe beaucoup de temps seul à travailler un texte. Et c'est vrai que c'est toujours un moment particulier quand on a la chance de pouvoir échanger avec des lecteurs ou des potentiels lecteurs. Et c'est là qu'on se rend compte que le texte prend un peu vie. Donc voilà, je vous remercie. Non, sur la rencontre avec ce qu'a dit Claire, en effet, moi j'avais envoyé mon texte à Asphalt. C'était une maison que j'avais identifiée par rapport à notamment un texte, c'est le texte d'un Australien aborigène qui s'appelle de Mudruru et qui moi m'avait beaucoup touché. Et voilà, et donc, ça faisait partie des maisons d'édition que j'avais identifiées. Je leur ai envoyé mon texte, d'autant plus que Asphalt travaillait beaucoup sur l'idée de la littérature urbaine et que ce texte s'inscrivait parfaitement là-dedans. Et voilà, c'était un texte très, très urbain sur la ville de Prague dans les années 90, sur ceux qui n'avaient pas pris le bon train vers la société de marché de libre-échange. Et voilà, et cette collaboration, moi, ça fait donc maintenant presque 10 ans. On était là, ouais, ça fait 9 ans qu'on voit
ça va être la 10e année qu'on a été en contact et ça fait 9 ans que le premier texte est sorti. Et voilà, et moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Claire et Estelle. Elles m'accompagnent vraiment. On peut vraiment parler d'accompagnement de mes textes. Je pense que j'ai besoin aussi de leur soutien et que j'envoie souvent des textes. Je leur envoie des textes très tôt quand ils sont pas encore finis parce que j'ai besoin de me confronter à un premier tour et c'est à la fois mes premières lectrices et mes éditrices. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres lecteurs à qui je confie mes textes, mais c'est vraiment à Claire que je fais voilà, que je fais confiance sur ses retours pour tous mes textes. Et donc, ça a été voilà, c'est un travail qui est aujourd'hui presque une relation qui est une relation de travail, mais aussi une relation amicale. Et je suis vraiment très heureux de ce travail ensemble voilà, sur l'accompagnement des textes. Et voilà. Ouais. Alors justement, vous avez travaillé dans le tourisme, vous êtes journaliste, vous avez créé des documentaires sur les Balkans notamment, et vous êtes donc écrivain avec tous ces romans-là. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est le sujet de Jusqu'à la bête et celui des abattoirs, on va en parler évidemment, et vous racontez ce lieu comme personne d'autre, en tout cas pas à ma connaissance. J'aimerais savoir quel est votre déclic pour écrire, notamment dans un sujet contemporain à Angers, à notre époque, mais aussi sur un lieu aussi secret dont on a découvert l'envers du décor finalement qu'il y a quelques années, avec notamment les vidéos de L214. C'est un sujet totalement tabou en France, excepté depuis quelques années où enfin on a pu accéder à ces lieux secrets. Alors, et après, je vois une question sur les années 90 dans les Balkans, donc j'y répondrai peut-être par la suite. Mais pour répondre à votre question, Anthony, alors ce qui est très drôle, c'est pour faire un peu pour vous parler comment dire, de l'arrière-boutique de la communication des livres. Moi, c'est vrai qu'au départ, je voulais pas parler de mon expérience. Je pensais que le texte se suffisait à lui-même et je trouvais qu'il n'était pas nécessaire de raconter quelle était mon expérience personnelle qui m'avait poussé à faire ce texte. Et puis en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait 1 ou 2 rencontres comme ça et les gens se demandaient mais pourquoi pourquoi il parle de ça, pourquoi il parle des abattoirs. Et donc en expliquant, en donnant la raison, finalement, ça levait beaucoup de questionnements qu'avaient les gens. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai travaillé là-dessus? Parce que alors c'était une double expérience. Moi, j'ai eu une petite expérience. J'ai travaillé j'ai fait un boulot d'été dans les abattoirs. J'ai travaillé pendant 4 mois pendant mes études. C'était un boulot d'été qui, voilà, en gros, de juin à septembre, où je travaillais grosso modo à la place que je décris dans le livre. Voilà, qu'occupe mon personnage principal, Erwan. Et donc, c'était voilà, c'est une expérience de 4 mois que j'ai pas forcément voulu renouveler par la suite, que j'ai trouvé quand même assez dur, mais qui m'avait à l'époque interpellé par rapport déjà aux conditions de travail, à ces personnes que j'avais rencontrées. J'avais l'impression qu'ils étaient des personnes dont pas grand monde ne parlait, pas grand monde ne témoignait de leurs conditions, de leur travail, voilà, de leur vie, quoi, de cette idée de passer sa vie à la gagner et puis voilà, d'un peu oublier des grands débats de société, des personnes, voilà, et puis aussi de parler de cet univers que j'avais trouvé assez qui était forcément totalement abrutissant, abétissant, brutal, avec le bruit, la cadence, l'odeur, voilà, et donc toute cette atmosphère dont j'avais envie de rendre quelque chose littérairement. Il me semblait qu'il y avait la possibilité d'en faire un objet littéraire, en fait, à partir de tout ça, ce qui n'est finalement que noirceur et brutalité pouvaient donner lieu à un texte. Et donc, et voilà, et donc c'est né comme ça. C'était un peu la genèse de l'écriture de ce texte. Et puis qui a une suite. Donc voilà, j'avais écrit d'ailleurs un court texte pour un fanzine littéraire de mon université à l'époque c'était un peu la genèse de Jusqu'à la bête, mais qui n'avait pas encore le potentiel d'un roman comme il est devenu par la suite. Et puis, ça s'est un peu aussi décanté par la suite. Moi, j'ai ma mère aussi. Donc, comment j'étais rentré dans l'abattoir, c'est que ma mère y travaillait. Ma mère y a travaillé une 20aine d'années. Alors, elle n'était pas sur la scène de production. Elle travaillait justement dans les bureaux. C'était une secrétaire, voilà, commerciale. Et donc, voilà, j'avais aussi toute son expérience assez longue dans ce milieu-là. Les témoignages, voilà, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec elle au fil de ces 20 années, et puis voilà, d'un milieu assez dur, assez masculin, assez macho, et puis c'est très mal terminé pour elle puisqu'elle a été
on va dire, limogé, ou on va même pas dire limogé, c'est-à-dire qu'il y a eu un nouveau management qui voulait s'en débarrasser et qui a fait comme quand on n'a pas envie de virer quelqu'un, on le pousse à bout pour qu'il parte de lui-même. Donc des nouvelles techniques managériales bien dures, bien dégueulasses, j'ai envie de dire. Et puis voilà, donc c'est de cette expérience-là est née aussi une certaine colère qui est venue alimenter le texte, donc qui parle à la fois de cet univers des hommes un peu perdus dans cet univers où ils sont que des bras au service de la chaîne, et à la fois aussi de nouvelles techniques managériales qui viennent en fait pousser les gens à bout et les déshumaniser totalement. Voilà, donc c'est de ces deux expériences que sont nées qu'est né ce travail-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une urgence pour vous à écrire sur un sujet quand vous publiez un roman? Qu'est-ce qui motive au départ votre action d'écrire? Là, pour le coup, on sent qu'il y a une colère, qu'il y a une envie de faire parler ceux qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est le même cheminement pour les autres romans que vous avez écrits ou que vous allez écrire plus tard? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Je pense que l'écriture j'écris, je pense, de manière assez nerveuse, et donc j'écris beaucoup, j'écris assez frénétiquement, mais l'envie d'écrire sur un texte ou la naissance de l'écriture, elle met beaucoup de temps. C'est vraiment un processus de digestion. Je pense pas que j'arriverai à écrire un texte, à avoir en tous les cas l'endurance d'écrire un texte comme Jusqu'à la bête ou comme Demain la brume, qui est pour le coup un pavé, il fait plus de 400 pages. Si j'écrivais vraiment dans l'urgence sur une question, on va dire, d'actualité ou d'instantanéité. Je pense que c'est vraiment un long processus de mûrissement pour arriver à avoir suffisamment de réserve en moi pour pouvoir arriver à écrire un texte comme ça. Donc non, ça met du temps, et je pense que c'est aussi des processus de digestion. On arrive au point où il me semble que le projet est mûr. C'est-à-dire que j'ai vraiment réfléchi à mon personnage, j'ai réfléchi à ce que je veux lui faire dire et comment je veux lui faire dire. Et donc c'est non, ça met plusieurs années. Entre le moment où j'ai eu cette expérience dans les abattoirs, ça devait être, je pense, en 2007, et le moment où j'ai écrit le texte, on devait être en 2013. Il s'est passé voilà 6 années. Voilà pour mon livre Demain la brume, et peut-être je peux en profiter. Je peux en profiter pour répondre à cette question. Donc moi, en effet, j'ai une passion un peu pour l'Europe centrale, l'Europe orientale. De par ma famille, moi, j'ai des origines en République tchèque, et puis c'est une région dans laquelle j'ai toujours vécu avec ça un peu dans mon bagage familial, quoi, ces origines, et j'y suis retourné. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai vécu 3-4 ans à Prague, et puis j'ai toujours été depuis tout petit j'ai été assez marqué. Je ne vais pas dire traumatisé, mais marqué par les conflits en ex-Yougoslavie. J'avais 7-8 ans à l'époque, et c'est des conflits, je pense, qui étaient très, très émotionnels déjà à l'époque, avec un traitement médiatique très important. Et moi, c'est vrai que c'est des conflits qui m'ont assez marqué jeune, à tel point que j'ai vraiment développé une passion, commencé à apprendre la langue, voilà, que j'étais assez obsédé. Et puis, dans le cadre de mes différents projets professionnels, soit de mes études, puis par la suite de différents emplois, j'ai toujours voulu retourner à l'Est, soit dans le tourisme ou dans le journalisme, dans mon métier de journaliste, de réalisateur de films documentaires, ou alors d'écrivain, puisque 3 de mes 4 livres, de mes 4 romans qui sont sortis se passent en Europe de l'Est ou dans les Balkans. Voilà. Est-ce que j'ai oublié votre question, Anthony? Je crois non, non. Peut-être sur le fait que ce lien avec l'Europe de l'Est, pourquoi Jusqu'à la bête, justement, ne s'y passe pas? C'est le seul qui n'est pas en Europe de l'Est. Il y a quand même un rattachement aussi familial au métier, mais aussi au lieu, puisque là, vous le mettez dans la région angevine que vous connaissez, j'imagine, parfaitement, parce que vous y êtes né. Oui, j'ai grandi à Angers, ouais. Mais justement, pourquoi c'était le roman, c'était le deuxième roman, il me semble. Pourquoi celui-ci? Pourquoi est-il intervenu à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu, d'où ma question sur l'urgence, en fait, j'ai senti Bien chez sûr. vous avec le rythme, notamment, on parlera du rythme tout à l'heure, qui est assez incroyable, le rythme des claques, dont on parlera juste après, mais pourquoi maintenant en réalité? Pourquoi est-il sorti à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui germait en vous par rapport à ces abattoirs? Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir réussir à donner une succession d'événements très logiques qui amènent à l'écriture de ça, mais malheureusement, je trouve que c'est souvent le fruit du hasard ou le fruit de circonstances qui nous échappent un petit peu et auxquelles on tente de donner sens par la suite, comme voilà, alors que c'est souvent un peu plus du hasard. Je sortais de mon premier
livre qui était sorti en 2014, j'avais pris conscience de la dureté aussi du métier d'écrivain, puisqu'on a un livre qui sort et puis en fait on se rend compte que très vite il est chassé par des nouvelles actualités et puis très vite il n'existe plus sur les tables de libraire et il a disparu, on a disparu de la circulation et les gens nous demandent tous alors c'est quand le prochain, quand est-ce que tu écris le prochain, voire même on nous demande quand est-ce que tu écris le prochain, alors qu'on est en train de présenter le roman actuel sur lequel on a travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'on a envie de profiter un petit peu, d'en parler, et voilà, et non, on est tout de suite sur le suivant. Bref, donc on a forcément, en tant qu'auteur, on a cette pression de produire, d'écrire. Il faut toujours qu'il y ait un nouveau texte qui soit en cours. Et donc, je m'étais frotté à quelques essais, quelques textes. J'avais quand même toujours ce projet en tête. C'était vraiment cette expérience qui m'était restée depuis 6 ans. Et peut-être depuis que j'avais sorti le premier livre, que j'avais, on va dire, acquis un statut d'écrivain, d'auteur, et je me disais que c'était un thème qui m'intéresserait parce que c'était peut-être une des expériences fortes que j'avais vécues et qui me semblait parler de beaucoup de thèmes contemporains. C'est qu'on était à l'époque, alors on était avant tous les débats sur les abattoirs, sur le véganisme, sur la souffrance animale. On n'était pas tellement sur ce thème-là que je voulais axer le livre, mais c'était parler plutôt de ces zones périurbaines un peu délaissées, un peu abandonnées, de ces zones qui n'ont pas accès aux médias, de tous ces hommes, ces femmes qui travaillent dans ces métiers qui avaient un sens, qui étaient des métiers de la boucherie, des métiers de l'abattage, qui étaient un métier qui avait une forte identité, avait un sens et qui, avec de nouvelles gestions d'entreprises, ont été de plus en plus dénués de sens, où en fait ils deviennent simplement des bras, des membres, des muscles interchangeables au service de la machine. Et donc qui perdaient tout repère, Et cette idée de travail sans sens, c'est, je pense, ça qui m'a vraiment animé et qui a amené ce livre-là. Donc je pense que le livre naît à la fois d'une expérience, de quelque chose qui est suffisamment fort pour qu'on ait envie de le retraduire dans le livre, d'écrire sur ça, et puis aussi de la rencontre avec un personnage. Ça, c'est très important parce que entre Jusqu'à la bête et entre Trax-Faubourg-Est et Jusqu'à la bête, j'ai eu plusieurs tentatives d'écriture de livres. J'ai eu plusieurs idées que j'ai voulu mettre sur le papier, des livres que j'ai commencés, et puis en fait ils ont fait flop, quoi. C'est des livres, des personnages dont j'ai commencé à écrire l'histoire, que j'ai commencé à rédiger, et puis en fait très vite ma plume s'est tarie et puis le personnage est retombé aussi vite, que s'est dégonflé aussi vite qu'il avait commencé. Alors qu'avec Erwan, avec ce personnage-là, j'ai rapidement trouvé un ton. Et ce qui est assez magique quand on écrit un livre, c'est quand on se rend compte, c'est toujours difficile de l'exprimer, mais que son personnage nous échappe, qui nous embarque dans des coins où on s'y attendait pas, qui commence à faire des choses auxquelles on pensait pas. Alors c'est bête parce que bien sûr c'est nous qui écrivons, c'est nous qui rédigeons sa vie, qui rédigeons le texte, mais il arrive parfois que on ait fini sa journée d'écriture et on relit ce qu'on a écrit et on se dit ah ouais tiens je vais faire ça. Je pense que ce matin j'avais aucune idée que j'aurais fait faire ça. Et c'est là que naît un peu cette magie du livre, c'est quand on se retrouve justement peut-être avec ce côté frénétique dont vous parlez, où on va pendant 1 semaine, on va être complètement obnubilé par un texte. En tous les cas, c'est mon cas où je vais écrire vraiment énormément parce que je sens que je tiens quelque chose et je sens que mon personnage s'envole et prend de l'ampleur. Et c'est des moments super grisants quand on sent justement un texte qui prend son envol. Et voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'est né ce texte-là. Donc déjà de cette expérience et puis finalement de la rencontre avec ce personnage qui m'a amené à Jusqu'à la bête. Qui est ciblé sur les abattoirs, mais c'est un livre, à mon sens, qui est beaucoup plus large, qui parle de tous les ouvriers, qui parle de cette pénibilité du travail. Ça aurait pu être n'importe quelle usine. Ce sont des abattoirs là, mais ça aurait pu être n'importe lesquels d'entre eux, puisque vous parlez de l'usure des ouvriers, de ce corps déchiré pendant plus de 40 ans, ce corps qu'on utilise pendant 40 ans et puis dont on profite. Mais en réalité, on ne profite qu'au moment de la retraite. Donc c'est d'actualité évidemment avec cette réforme, quand le corps ne peut plus rien, quand le corps est plus usé. Vous parlez de cette pénibilité constamment et j'aimerais que vous nous parliez de cela parce que j'aimerais aussi connaître vos matériaux de recherche. Vous avez évoqué tout à l'heure votre mère qui y travaillait. Comment vous avez travaillé le sujet? Comment vous avez appréhendé cette matière brute qui est l'usure des corps? Parce que vous le racontez extrêmement bien. On a l'impression d'être dans votre tête, on a l'impression que de manière frénétique, on vous ressent en tant qu'auteur, et ça c'est plutôt rare, mais j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette pénibilité, et surtout de vos matériaux de recherche
et en tout cas comment vous avez composé ce roman, puisque c'est un roman et ça aurait pu ne pas l'être, j'imagine, puisque vous avez écrit aussi en non-fiction chez Marchiali. J'aimerais que vous nous parliez de ça, parliez de ce thème-là. D'accord. Eh ben, oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par le côté documentaire de l'écriture. Déjà, moi, j'avais, après mes études, j'avais fait un master de recherche, j'envisageais de partir pour un doctorat, une thèse, et puis en fait, j'ai été assez découragé par le côté très scientifique de l'écriture. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le côté stylistique de l'écriture, et là, on se retrouvait avec quelque chose des enquêtes que je trouvais passionnantes, enfin, des recherches que je trouvais passionnantes, mais sur des thèmes où finalement on se retrouvait avec une manière de présenter les choses parfois un peu barbante. Et c'était un peu la même chose avec le journalisme, pas la même chose, mais j'aimais beaucoup le journalisme ou l'écriture documentaire, mais il y avait forcément une nécessité de véracité et de retracer les faits tels qu'ils se sont produits, qui je trouvais parfois me bridait une certaine imagination. Et donc j'ai trouvé dans l'écriture de fiction une liberté qui me permettait à la fois d'utiliser de la matière documentaire, que ce soit du vécu, soit des éléments de recherche, des archives historiques, des éléments historiques, mais aussi de donner libre cours à une certaine imagination dans un cadre que je voulais, en tous les cas, aussi réaliste que possible. Je voulais pas, alors je pense qu'il y en a forcément, mais qui est trop d'erreurs factuelles ou de choses qui finalement, moi, en tant que lecteur, viennent me gâcher la lecture quand j'ai des textes qui, en effet, veulent se mettre dans la peau de telle ou telle personne et finalement décrivent son cadre avec de nombreuses images. Voilà. Donc c'est une écriture qui est très documentaire pour Jusqu'à la bête. Donc il y a forcément mon expérience, puisque donc je vous disais 4 mois, c'est pas énorme, mais quand même long. Et c'est des moments où on partage, on est dans un univers clos avec toujours les mêmes personnages, avec qui on partage beaucoup de temps. Moi, j'avais une personne que c'est pas la personne que je décris dans le livre, mais je partageais ce que s'appelle les frigos de reçuage. Donc, en gros, pour comprendre, ce sont il y a la scène d'abattage, les vaches arrivent dans un hangar, sont égorgées, puis sont petit à petit dépecées pour arriver en forme de carcasse, de demi-carcasse, qui arrivent dans un frigo où elles sont refroidies pour pouvoir ensuite être découpées en morceaux et envoyées à différents clients. Voilà. Donc moi, je devais les ranger dans un frigo, elles arrivaient toutes les quelques secondes, il y avait une nouvelle demi-carcasse qui arrivait et je devais les ranger à différents rails. Selon les clients ou selon le type de viande, des taureaux, des jeunes bovins, des vaches, etc. Voilà, des vaches à lait, des vaches à viande. Bon, bref. Donc, c'était un travail très solitaire. On était 2 dans ce frigo à passer toute la journée ensemble, 8-9 heures ensemble. Et donc, on a beaucoup discuté. Et puis après, il y avait les pauses déjeuner, les autres pauses avec les autres employés. Et donc, voilà, on a parlé beaucoup de choses. Et moi, c'est vrai que c'est à passer le premier choc de ma première journée où, en effet, ce n'est pas l'odeur, ce n'est pas la présence du chant, du bruit, de la cadence. Ça m'a vraiment, je me rappelle rentrer chez moi le soir et penser que je pourrais jamais y retourner le lendemain. Bon, il fallait bien que je gagne de l'argent pendant l'été, quoi. Donc j'y suis retourné et voilà. Et passer ça, ça a été beaucoup d'échanges et ce qui m'a le plus marqué parce qu'on s'habitue finalement à ça d'une certaine manière. Mais ce à quoi vraiment le deuxième choc ou la deuxième révélation, ça a été vraiment les discussions avec ses collègues où en effet, je voyais des jeunes de 25 ans, 30 ans qui me parlaient déjà de leur retraite, de ce qu'ils feraient à la retraite. Et que chacun mesurait, calculait toute la journée, les secondes qui s'écoulaient pour savoir quand est-ce qu'on pourrait prendre la pause, quand est-ce qu'on pourrait rentrer chez soi le soir. Et ça devenait une obsession. C'était vraiment, dès le mardi, on parlait du week-end. Voilà, dès le mois de janvier, on parlait des vacances d'été. Et puis, tout le temps, on parlait de la retraite. C'était enfin ce moment, cette lumière au bout du tunnel, comme si la vie était un long tunnel et qu'on voyait enfin le bout qui serait cette retraite-là, quoi. Et en effet, c'est très d'actualité aujourd'hui puisque ce sont ces populations-là, ces employés-là qui sont les premiers touchés par le report de l'âge à la retraite et qui, voilà, on est déjà dans des populations où l'espérance de vie est moindre et surtout moi, le nombre même au sein des 4 mois, les différentes histoires que j'ai eues, c'est le nombre de personnes qui n'ont que 2-3 ans de retraite et puis ensuite, voilà, que ça se termine et c'était très fréquent. Et c'était vraiment quelque chose dont tout le monde parlait déjà à l'époque, il y a 15 ans. Que ce soit les vacances, que ce soit le week-end, constamment, il y a une attente interminable. L'ouvrier attend constamment. Oui, c'est ça. Enfin, après, il attend voilà, c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de tâches à accomplir, donc c'est une attente. En tous les cas, dans ce, comment dire,
mental, dans ce mental. poste que moi j'employais dans ce poste que j'employais sur la scène, il y avait en effet beaucoup d'attentes. Je pense qu'il y a d'autres postes sur la scène où on a beaucoup moins de temps d'attente parce qu'on est en permanence en train de répéter le même geste toute la journée. Et là, je sais même pas s'il y a du temps pour dépenser. Voilà. J'aimerais qu'on parle du rythme du livre parce qu'il est extrêmement rythmé. J'ai trouvé du slam en vous, j'ai trouvé une immense cantion évidemment dans le texte, mais surtout de la poésie. Et il y a de la poésie dans la noirceur, dans l'horreur du travail au quotidien. Vous arrivez quand même à, à en faire quelque chose de poétique. Et ça, c'est plutôt surprenant, mais je vous laisse d'abord retrouver votre écouteur. Pardon, ouais. Oui, j'aimerais que vous nous parliez de ce côté poétique qui n'a pas dû être évident aussi à écrire. Est-ce que vous aviez une formation également poétique ou c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément mesuré au moment d'écrire le texte? Est-ce que ça faisait partie du personnage? Est-ce que ce personnage-là avait au fond de lui, en tout cas j'y ai vu de la poésie, j'y ai vu quelque chose de la poésie noire peut-être, de la poésie parfois absurde. On parlera de l'absurdité de la vie et du travail juste après, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce rythme-là. Comment vous l'avez créé? Est-ce que vous avez dicté ce texte à haute voix? Est-ce que vous avez compté les temps? Concrètement, c'est assez impressionnant de voir que vous tenez sur tout le livre et pas uniquement sur quelques passages. Oui, c'est sûr. En fait, c'est comme ça aussi qu'est née la voix du personnage. C'est quelque chose de presque frénétique. Il ne s'arrêtait pas de parler. Il y avait ces paroles qui s'entrechoquaient et une parole le faisait penser à l'autre. Et oui, j'avais même envisagé au départ un texte sans aucune ponctuation, qui serait vraiment juste un enchaînement. Alors que parce que Claire, tout à l'heure, oui, c'est ça dont je voulais parler. Claire a parlé de cette première version que je lui ai envoyée. Donc le texte est court. C'est un texte qui fait, je sais plus, 160 pages ou 150 pages, qui est assez court, mais qui est déjà, voilà, qui je pense déjà dur quand on s'en sort, on en a déjà sa dose, je pense. Et pour le premier texte que j'ai envoyé, le premier manuscrit que j'ai envoyé, on était sur le même texte, si vous voulez, mais qui faisait peut-être 2 fois la taille et qui était resserré en un bloc, sans quasiment aucun retour à la ligne, sans quasiment aucune ponctuation. Donc c'est là que Claire, mon éditrice, m'a dit qu'il serait peut-être bon d'essayer d'aérer un petit peu le texte et de l'espacer. Mais j'ai pas répondu à votre question. Pardon, vous parliez de la poésie. La poésie, en effet, il y avait quelque chose de scandé. Je voulais que ce soit euh, qu'on puisse, qu'il y ait quelque chose, qu'on retrouve une oralité dans le personnage, que tout puisse être lu à voix haute et puisse être décrit à voix haute. Et je voulais que ce texte aussi soit rythmé, alors par les claquements de la chaîne, que les phrases soient courtes, percutantes, que selon, on va dire, le rythme de la chaîne, le rythme des pensées du personnage viennent se coller l'un sur l'autre et qu'on puisse faire que le texte puisse s'accélérer à certains moments parce que son flot de pensée s'accélère au même titre que la chaîne parfois va s'accélérer parce que l'abattage a été plus important et il faut faut finir plus vite et à d'autres moments c'est un peu ralentir avec presque ces vaches qui rentrent au compte-gouttes, ces claques, ces sauts de ligne. Donc il y avait vraiment la volonté de travailler le texte en ce sens-là et en effet de travailler les sonorités, de travailler les ambiances pour essayer en effet de parler d'une poésie. Alors, c'est une poésie très sombre. On peut prendre en contre-exemple le livre de Joseph Pontus, qui a publié lui-même ce livre sur un abattoir. D'ailleurs, lui-même a travaillé au même poste que moi, donc dans les frigos de reçuage également, dans un abattoir de Bretagne. Et lui, on a fait un texte, on va dire, je vais pas dire léger, mais moins sombre, moins noir, où il a réussi à tirer quelque chose. Voilà. Mais moi, c'était quand même assez obsédé par cette noirceur et aussi la poésie qu'on pouvait trouver dans cette noirceur, en tous les cas. Oui, et alors c'est aussi un roman sur, j'y ai vu en tout cas, un roman sur l'inutilité de 90% de notre temps, de notre vie. Et notamment, vous insérez des extraits d'émissions de télé comme TPMP, comme Rex ou les 12 coups de midi. C'est des moments extrêmement savoureux. Alors, je pense qu'ils sont totalement créés, mais en même temps, ils sont très proches de la réalité, qui traduisent du vide intellectuel de nos vies. Alors, c'est savoureux à l'écrit. On s'en rend compte à l'écrit à quel point tout cela est vide. C'est quelque chose que vous aviez envie de démontrer aussi dans ce roman? Oui, c'est sûr. Bah, ouais, après, il faut aussi dire, c'est vrai que les souvenirs que j'ai voilà, de rentrer chez moi après 8 heures comme ça dans un travail si harassant, c'était en effet que j'avais juste envie
m'ouvrir, de me boire un grand whisky et de me mettre devant la télé, devant la première chose qui me lave le cerveau, quoi, qui me fasse penser à rien, quoi. Il y avait quelque chose comme ça de cet ordre-là, quoi. Et voilà, je sais pas si, alors c'est en effet, je pense un tableau très sombre de ce personnage et voilà d'une certaine France, d'une certaine culture en tous les cas. Mais oui, c'est quelque chose que je pense que je voulais dénoncer aussi. Après, c'est pas, je pense pas, je comprends aussi quand on rentre d'une journée épuisé par le travail, qu'on ait du mal à pouvoir se placer devant, enfin, d'aller visionner 2 heures de rencontres littéraires. Voilà, c'est des choses. Enfin, je voulais parler en tous les cas peut-être de l'absurdité de ces emplois où justement cette idée, comme je l'ai dit au début, qui moi m'avait beaucoup marqué et comme j'ai déjà mentionné avec l'idée des retraites, de passer sa vie à la gagner, quoi. C'est-à-dire les moments euh, de plaisir où on peut profiter de la vie sont finalement si rares, si maigres, ils se réduisent vraiment à peau de chagrin. Et voilà, et le reste du temps, c'est beaucoup de souffrance, quoi. Oui. Et on précise que ces passages-là, que vous faites un petit plaisir, j'imagine, ces passages-là sont extraits du moment où Erwan, justement, est en prison avec son co-détenu. Et donc, c'est ce qu'il voit, au final, en prison quand il est détenu. On parlera juste après de ce fameux événement, puisqu'on en sait, on sait très tardivement. Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Claire, bonsoir Timothée. Je voulais savoir si, par rapport justement à ces vies faites de vide et puis cette activité dans l'abattoir, si jamais vous aviez eu des retours de lecteurs qui eux-mêmes avaient eu cette expérience, bon, mis à part votre mère, mais qui avaient eu cette expérience à l'abattoir et quelles étaient les réactions, s'ils se reconnaissaient justement dans le vide de leur vie. Et s'il se reconnaissait dans peut-être ce qui peut aussi précipiter un homme à quelque chose d'aussi terrible qu'Erwan dans le roman. Alors, merci pour votre question. Sur le vide de leur vie, peut-être que en effet, c'est peut-être moi qui ai formulé ça comme ça tout à l'heure, parce que je le dirais pas de la sorte. Je pense pas que ce soit le cas. C'est mon personnage en particulier qui lui est quelqu'un qui clairement est en souffrance et qui lui est dans une vie assez vide, d'autant plus qu'il se retrouve derrière les barreaux, et donc le vide de sa vie vient aussi de ce passage en fait d'une vie d'aliénation à l'usine à une vie d'enfermement dans la prison, et les deux viennent un peu s'entremêler. Il se retrouve justement dans cette voilà, avoir la télé pour seul compagnon une fois je retrouve en prison, donc voilà. Mais j'ai en effet fait lire le livre à plusieurs personnes. J'ai eu enfin, c'était des retours, enfin, très difficile. C'était des retours plutôt positifs en tous les cas sur le fait que j'avais réussi à retraduire cette espèce d'absence d'espoir en tous les cas enfin, et des conditions de travail dans les abattoirs en tous les cas. Oui. Après, ce qui était dommage, donc j'ai vu quelqu'un qui faisait partie du prix Sésame, c'est qu'il me semble que l'abattoir en question, je ne nommerai pas, mais faisait partie était inscrit lui-même dans le prix Sésame, et voilà, avait refusé voulait pas voilà, m'inviter, que j'aurais beaucoup aimé, j'aurais bien aimé avoir une rencontre dans l'abattoir. Voilà. Mais non, j'avais gardé quelques personnes à qui j'ai envoyé le texte, voilà, qui l'ont lu par la suite. Ouais. Et votre mère qui y travaillait a lu le texte également. Est-ce que j'imagine qu'elle a été forcément d'accord avec vous, mais quand même, ces ouvriers-là, et je vais rebondir sur une autre question, mais ces ouvriers-là, ils sont quand même décrits comme racistes, misogynes, machistes. Est-ce qu'il y a eu justement des retours en ce sens? Est-ce qu'on vous a dit tout simplement non, nous ne sommes pas comme ça? Est-ce qu'il y a eu des retours d'ouvriers sur le trait que vous, à mon avis, que vous ne forcez pas, mais en tout cas, certains ouvriers ont pu penser peut-être que vous le forciez? Alors, j'ai pas eu des retours dans ce sens-là. Après, en effet, alors ils sont pas tous comme ça. Il y en a un notamment dans le livre qui est particulièrement comme ça, qui est ce Didier, qui est son binôme, avec qui en effet
voilà, qui est particulièrement comme ça. C'est des choses que j'ai expérimentées en effet dans ce cadre-là. Mais non, je pense pas qu'ils le soient tous comme ça. Je pense pas qu'ils le soient tous comme ça. Non, non. Non, ça j'imagine, j'espère en tout cas, mais vous insérez aussi un nombre de blagues dans le texte qui sont, je suis désolé, mais très drôles. Euh, Mais ah oui, pardon, parce que je voulais peut-être juste dire quelque chose par rapport à la dernière question. Question, en tous les cas, moi, ce qui m'intéressait parce que je trouvais intéressant dans ce texte aussi, c'était de montrer, et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vraiment ce souvenir assez marquant, c'est la perte de repères identitaires de classe. C'est-à-dire que je pense que les abattoirs ou les usines, s'ils avaient eu cette expérience dans les années 70, voire même 80, il y aurait eu une vraie conscience de classe très développée, très forte, des vrais liens de solidarité, des syndicats très présents, une présence aussi de la gauche très présente. Et quand j'y étais, et je pense à plus forte raison en ce moment, tout ça a disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté claire de vouloir justement écraser toute possibilité. Alors, en tous les cas, dans cette branche agroalimentaire de l'ouest de la France, c'est pas partout pareil, c'est pas pareil dans toutes les entreprises, dans toutes les usines, mais en tous les cas, là-bas, c'est clair, avec la multiplication de contrats de CDD, de contrats de court terme, d'intérimaires, des gens qui, en fait, se retrouvent contraints de respecter les ordres et de ne jamais se plaindre et de ne jamais, parce que sinon, ils sont simplement virés. C'est ces multiplications de contrats courts et donc qui vont de plus en plus on va dire, détruire la conscience collective, la conscience d'ouvriers. Et qu'on voit d'ailleurs, ne serait-ce que dans le vote, dans le vote électoral, où les ouvriers de plus en plus votent pour l'extrême droite et non plus pour la gauche, quoi. Voilà. Politique qui s'est déporté en effet vers le Rassemblement national. Désolé, je vous ai interrompu. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était ça par rapport. Ça rebondit un petit peu avec ce que je disais sur les blagues que vous avez incrustées justement à l'intérieur du roman. Ce sont des moments aussi qui permettent d'aérer le roman sur le côté sombre, autant que les moments sur les passages télévisés. Ces blagues-là, j'imagine que vous les avez entendues, mais elles sont véritablement très drôles. On ne peut pas s'empêcher de rire. C'est très difficile parce que c'est le genre de blague qu'on entend régulièrement, pas forcément dans le milieu ouvrier. Peut-être qu'en réalité, à l'oral, on ne rigole pas, on ne rit pas, mais à l'écrit, peut-être dans un confort plus personnel, intime, c'est difficile de ne pas rire, Timothée. C'est très difficile. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blagues que j'ai mises. En effet, il y a beaucoup de blagues qui sont très limites, que ce soit misogynes ou racistes. Et qui en effet, voilà, même si je pense que le propre de l'humour, c'est de savoir, c'est que si on sait qu'il y a un second degré derrière, ça reste de l'humour, mais si le second degré n'existe pas, ou si on se demande si ces blagues sont véritablement traduisent une vision de la réalité, c'est là que ça pose problème, quoi, notamment sur le racisme, sur la misogynie. Donc voilà. Donc en effet, je pense que c'est des choses. Il y avait une place, en tout cas, je me souviens d'une place de l'humour très forte, où il y avait beaucoup de blagues qui étaient racontées, beaucoup de choses où on rigolait, parce qu'il y avait aussi besoin finalement de dédramatiser ce qu'on voyait face à nous, de rendre finalement le quotidien moins dur, quoi, ou en tous les cas plus léger. Donc c'est en effet cette place de l'humour qui était très importante dans les films. Ouais. Que vous annoncez très tôt dans le roman, comme Erwan appelle ça ainsi, l'événement, dont on ne sait rien pendant longtemps, qui l'a conduit donc en prison, et donc il y a cette narration qui est donc différente à chaque fois. On pense découvrir ce qu'est cet événement à chaque fois, et au dernier moment, on attend jusqu'au dernier moment, et puis non, en réalité, vous jouez véritablement avec les nerfs du lecteur, Timothée. On sent à chaque fois on va savoir ce qu'est cet événement. On n'attend qu'une chose, c'est de savoir ce qu'est cet événement. Et ça, c'est extrêmement réussi puisque par certains passages, vous ne finissez pas votre phrase. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour nous, mais c'est tellement, tellement et finement joué on ne vous en veut pas. Mais ce côté thriller, ce côté chute, en réalité, comment vous l'avez travaillé? Est-ce qu'il y a aussi, ce que vous lisez des polars, est-ce que vous lisez cette littérature-là pour nous tenir autant en haleine avec cet événement-là? Alors, je lis un petit peu de polar, mais pas
pas particulièrement, enfin, j'en lis pas énormément. Et c'est venu en fait assez tardivement cette construction. En tous les cas, l'événement était déjà révélé à la fin, mais le fait de commencer par la fin, d'avoir cette scène d'introduction qui se passe en prison où on sait qu'il s'est passé quelque chose et que tout le reste du livre sert finalement à dérouler ce qui s'est passé pour arriver à la conclusion, c'est venu plutôt tardivement. Et je pense que c'est venu d'une volonté de laisser, alors de laisser on appelle ça alors c'est pas un point aveugle parce que finalement il va être révélé, mais de laisser planer un mystère en fait tout au long du livre. Même si moi, en tant qu'écrivain, je pensais vraiment que c'était je pensais vraiment pas qu'on puisse. Je pensais que tout le monde se douterait de l'événement, quoi. Tout le monde dès le début du livre aurait su ce qui s'était passé. Alors que c'est apparemment pas le cas, c'est pas les retours que j'ai eus. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est venue cette construction-là. Et je pensais aussi qu'il était nécessaire de faire ça parce qu'on est vraiment dans un texte d'un monologue intérieur, un texte à la première personne où on a un personnage qui tourne ses pensées en rond, qui ressasse ses pensées dans un texte très répétitif, très redondant. C'est une espèce de litanie intérieure, une complainte d'un personnage et qui avait besoin, même s'il y avait une fuite en avant dans ses pensées, voilà, qui se passe bien sûr plein de choses, puisqu'il revient sur une histoire d'amour qu'il a eu avec une jeune intérimaire. Il parle de ses journées du quotidien, de la dureté du quotidien, de ses vacances, des quelques moments comme ça d'échappatoire avec sa famille. Et voilà, mais je pensais qu'il y avait quand même besoin d'avoir ça pour aussi permettre de donner une ligne directrice au livre, d'avoir aussi quelque part vers où tendre, pour pas avoir l'impression de tout tourner en rond uniquement à travers le livre. Voilà, c'était l'idée de la volonté de cette construction. Oui, je voulais revenir sur le cadre spatial. J'habite près d'Angers, hein, donc je précise. D'accord. Ok. Et je ne suis pas la seule à bien connaître Angers devant l'écran, enfin derrière l'écran, pardon. Et donc oui, je me demandais si l'ancrage en fait en juin, il était vraiment indispensable. Alors j'imagine pour vous, pour avoir des repères, mais quelque part, c'est l'histoire d'Erwan, je pense qu'elle pourrait se passer n'importe où. Son histoire d'amour, dont vous reparliez à l'instant. Et est-ce que vous avez pensé à un moment donné à finalement ne pas ancrer dans un lieu particulier, dans une ville particulière, parce que finalement, on n'avait peut-être pas besoin de je me suis retrouvée dans les rues que je connais, mais au-delà de ça, voilà, comment vous avez décidé finalement vraiment d'ancrer, parce que quelque part, ça peut aussi peut-être être stigmatisant pour, je sais pas, pour certains lecteurs, j'en sais rien. Ça n'a pas été mon cas, mais voilà, j'imagine. Non, c'est une très bonne question. Et c'est une question, j'ai déjà eu ce débat-là avec plusieurs personnes et je crois que j'avais pas trop cette question-là en tête au moment d'écrire le texte. J'avais besoin peut-être pas de me rassurer, mais en tous les cas d'écrire sur quelque chose que je connaissais bien, que je connaissais très bien. Finalement aussi parce que ce livre, c'est aussi le récit de son même trajet tous les matins, le même trajet dans sa voiture, les mêmes paysages qui défilent, les mêmes usines qu'il voit tous les matins. Et donc, moi, l'ayant fait, j'avais aussi ça en tête. C'était assez facile, j'aurais peut-être plus de mal à le faire ailleurs. Mais là où vous avez raison, alors j'aurais pu en effet implanter ça n'importe où, il n'y a pas de cadre, même, et d'autant plus parce que moi, la région d'Angers, c'est pas une région où je me sens particulièrement, même si j'y ai grandi, j'ai toujours mes parents qui y vivent, mais je ne m'y sens pas particulièrement attaché par des racines ou quoi que ce soit. Et c'est pas une région que je trouvais, on va dire extraordinaire au sens où j'avais envie de faire un livre aussi autour de cette région-là, aussi autour de ce texte-là. Mais là où je pense que votre question, elle est pertinente, c'était et ben, je pense que j'aurais aussi pu faire un texte sans rien nommer. C'est un texte qui se serait passé parce que, comme vous dites, et j'ai eu plusieurs personnes qui venaient d'Angers qui m'avaient dit la même chose, qu'en fait, parfois, ils se retrouvaient un peu échappés, enfin, ils se faisaient un peu happer en dehors du texte par justement toutes ces rues, tous ces lieux qu'on connaît, ces noms de restaurants, et finalement, ça fait un peu sortir du texte. Et moi, si vous voulez y donner quelque chose de très documentaire, je pense que j'aurais pu me passer de tout ça pour garder finalement un espèce de lieu neutre qui pourrait être n'importe où, et qui évite à certaines personnes de justement reconnaître des choses et voilà. Donc c'est des choix. C'est vrai qu'à l'époque j'avais pas forcément pensé à ça, j'avais pas eu ces retours-là. J'en ai eu plusieurs comme vous, des retours comme ça, notamment d'Angevin, ces retours-là. Peut-être parce qu'on est aussi moins. C'est vrai que je pense que quelqu'un qui habite à Paris il est habitué à ce que toute la littérature se passe à Paris, dans les rues de Paris, ça semble presque normal. Mais peut-être à Angers on a moins cette habitude-là et donc c'est un peu plus surprenant, quoi, ou déroutant, je sais pas. Mais oui, c'est une question intéressante, quoi, sur l'idée
véracité. Voilà, je sais que sur certains textes, je vais vraiment, comment dire, ce qui se passe dans des villes où je connais moins bien, par exemple, je vais vraiment utiliser des choses. Je vais aller sur place, il faut faire beaucoup de recherches, passer beaucoup de temps à étudier les rues, les commerces, les immeubles, l'architecture, pour vraiment pour être sûr que ce que je décris, je suis vraiment, on est dans quelque chose dans la véracité. Je vais même aller sur Google Street View, vous savez, pour aller inspecter les rues mètre par mètre de tel itinéraire, pour savoir exactement à tel moment ce que tel personnage voit. Enfin, voilà, c'est quand même des choses un peu toquées, quoi. Je peux être un peu taré pour faire ça, mais je pense que j'ai besoin aussi de ça pour me raccrocher à quelque chose dans l'écriture d'un texte, en tous les cas. Et je trouve que ça participe à l'ambiance. Ouais. Voilà. De la photo. Et ensuite, Timothée, vous nous préparez un premier extrait à lire. Du grand plaisir, voilà. Très bien. 3, 2, 1. Ah non, pardon. Oui, c'est bon. Oui, voilà, c'est celui-là. Bon. Parfait. Merci. Allez, Timothée, c'est à vous pour le premier extrait. Je vais lire le début du livre. Ça vous va? Ouais. Très bien, Timothée, oui, oui. Tout est plus difficile aujourd'hui, c'est sûr. Enfermé à double tour dans cette geôle de béton et de barbelés, à entendre les cris, à entendre les claquements des lourdes portes métalliques, à entendre tout ce vacarme comme un rappel de l'usine, des hurlements des scie sauteuses, des claques, les claques de la scène si distants mais si familiers, à ressasser ce qui m'a amené ici, ce qui m'a fait plonger dans ce cauchemar alors que rien ne m'y prédestinait, ou peut-être tout au contraire, à passer des journées avec les souvenirs pour compagnons comme du temps des frigos, comme du temps où tout a commencé, comme du temps où je devais déjà accompagner mon silence, mon ennui, ma peine, de belles histoires pour nourrir le vide. Pour nourrir le vide avec la vue sur la cour, les miradors, les projecteurs et leur lumière blanche, et un peu de verdure au lointain qu'on devine parce que je suis à l'étage supérieur. Les pelouses de cette zone d'activité de la banlieue de Rennes, avec son concessionnaire Citroën, ses entreprises de ravalement et maçonnerie, dans leur hangar en tôle, au bout de la route qui se finit sur un dernier sens giratoire, là où surgissent les premiers grillages, puis les hauts murs, puis les bâtiments sans couleur où je suis enfermé. Mes journées de l'autre côté de ce qu'on nomme la liberté, à partager mon ennui avec Mirko que je n'ai pas choisi. Il ne m'a pas choisi non plus, comme je n'avais pas choisi Didier, mon binôme des frigos. Ici, je tue le temps comme je peux à repenser à tout ça. À Laetitia, à mon frangin Jonathan, à ma belle-sœur Audrey qui viennent me voir avec les petites une fois tous les mois ou tous les 2 mois, parce que ça leur fait de la route jusqu'à Rennes, en Saint-Vezin plutôt de chez eux, à Saint-Melaine-sur-Auban. Ça en fait des heures de trajet. Des kilomètres pour me parler 1 heure avec les petites qui me disent « Mais tonton, pourquoi t'es là ?» et à qui j'essaie de tout expliquer, mais les mots ne sortent pas de ma bouche. Peut-être parce que je ne suis pas en mesure, moi non plus, de comprendre totalement ce que je fais ici. Il faudrait remonter loin, très loin, des années en arrière, à l'époque de la liberté, à l'époque de l'usine, de ma vie d'avant, mes 15 années d'usine. C'est toujours l'odeur dont je me souviens d'abord, l'odeur qui imprègne tout, l'odeur qui vous prend sur le parking dès qu'on ouvre la portière. Encore que je ne la sentais plus, moi, à la fin. Seulement au début, les premières semaines. Mais le temps a fait son œuvre, l'odeur a peu fané, ou s'est incrustée en moi. Merci. Voilà. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur ces personnages qui ne sont pas Erwan. Alors, on ne peut pas les appeler secondaires parce qu'ils ont quand même une place très importante. C'est Mirko, le codétenu, Laetitia, évidemment, l'amour déchu, et Audrey, la confidente Audrey, qui revient énormément. Comment vous avez tissé ces 3 personnages-là, notamment il y a Didier, évidemment, mais il est plus, on va dire, il est plus scabreux. Mais les trois autres, Mirko, Laetitia et Audrey, vous les avez dressés des portraits qui sont assez singuliers dans l'univers littéraire. J'aimerais savoir comment vous les avez composés. C'est vrai que moi, le personnage qui me touche le plus, c'est celui de Laetitia, parce qu'il fait aussi écho à moi, finalement. Moi, j'étais quoi? Moi, j'étais qu'un jeune étudiant qui avait ma vie ailleurs et qui venait en effet passer 4 mois là-bas, et je savais très bien que en septembre, je serais libéré et que je pourrais retourner à mes études, quoi. Donc, j'avais pas, c'est-à-dire que j'étais là en imposteur, quoi, en voyageur, on va dire. J'avais pas voilà. Et c'est la même chose pour cette Laetitia. Et donc, on a ce personnage
Erwan qui tombe amoureux d'elle et il pense véritablement à un amour très fort. Et pour elle, c'est juste une parenthèse dans sa vie, c'est une parenthèse à cet abattoir avec ce jeune garçon qu'elle retrouve. Et puis elle sait qu'à la rentrée, elle retrouvera aussi sa vie, quoi. Et donc, c'est la confrontation de deux mondes, c'est la confrontation de ceux qui y travaillent et qui passent leur vie et de ceux qui sont là uniquement temporairement. Donc, c'est ce personnage-là, moi, qui me touche particulièrement, quoi. Mirko, bah, c'est le co-détenu, c'est comme Didier dans les frigos, c'est l'idée de devoir très souvent, on partage pas tout, on choisit pas toujours avec qui on partage sa vie au travail ou voilà, ou là encore moins dans son incarcération. Et c'est de parler aussi de deux mutiques, quoi, de deux personnes qui s'envoient, voilà, qui doivent cohabiter et qui chacun vit avec leur mystère, avec leurs souvenirs, avec leur passé et surtout avec leur silence. Voilà, ça, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, Audrey, bah, j'avais besoin d'un personnage qui soit un peu comme une lueur d'espoir, comme quelque chose vers lequel il puisse regarder, qui puisse, à certains moments du livre, en tous les cas, le tirer vers le haut, quoi, le faire sortir un peu de son marasme. Et c'était elle, c'est ce personnage, je pense que c'est un personnage très bon, très doux, voilà, qui travaille dans le social et qui tente véritablement et sincèrement, avec amour, de l'aider, de le sortir de son histoire et qui bah, malheureusement va pas y arriver, mais voilà, je trouvais ça quand même important d'avoir ce personnage-là, une espèce de lueur un peu dans le texte. Sur l'odeur, mais également sur le sang, qui sont deux éléments omniprésents, qui nous donnent forcément une envie d'arrêter de manger tout type de viande. C'est souvent la question qui revient évidemment, mais elle est tellement évidente. J'aimerais savoir quelle expérience, au bout des 4 mois, est-ce que vous mangiez de la viande auparavant, votre expérience? Est-ce que ça vous a procuré un déclic sur ça? Au contraire, est-ce que ce n'était qu'une parenthèse aussi et que votre consommation de viande n'a pas changé, sans rentrer dans les détails, hein, bien sûr, Timothée, mais la question est importante parce qu'en tant que lecteur, je me suis posé des questions sur ma consommation, sur les barquettes que vous décrivez dans les supermarchés, qui sont en effet toutes propres et qui en réalité ne le sont pas, et qui annihilent totalement la conception du sang même, du sang, de la découpe et de la bête en elle-même, qui déshumanise totalement la bête. J'aimerais avoir votre avis là-dessus et en tout cas votre expérience en tous les cas. Eh ben, non, c'est une très bonne question. Je me souviens, la première semaine où je travaillais, ma mère m'avait proposé de venir à la cantine le midi manger avec elle. Et je l'avais rejoint et il servait bien sûr de la viande. Et quand j'ai vu en effet ce bout de viande dans mon assiette, j'ai eu un mouvement de recul et ça m'a vraiment choqué, quoi. J'avais l'impression pour la première fois de ma vie que je prenais conscience de ce que c'était que de la viande. Je pense que j'ai grandi voilà, dans un milieu où on mangeait énormément de viande, où c'était, voilà, je pense que les années 70-80, voilà, de volonté de consommer de la viande comme, je sais pas, un symbole de réussite ou de social, je sais pas. Et donc, il y avait vraiment de la viande un peu partout, un peu tout le temps. Et voilà, j'avais jamais en effet pris conscience comment dire, réaliser concrètement le cheminement qui mène à la vache qu'on voit dans les prés, si vous voulez. Et ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu sauté à la gueule, quoi, quand je suis tombé là. Alors après, je suis pas devenu végétarien, je mange toujours de la viande, j'en mange pas beaucoup, mais je suis pas voilà, j'ai pas encore arrêté de manger, mais ce à quoi ça m'a en tous les cas fait réfléchir, c'est cette volonté claire et qui s'est encore plus révélée au moment de les associations type L214 qui ont voulu un peu montrer les conditions d'abattage, la volonté claire de l'industrie agroalimentaire de cacher, de rendre totalement aveugle ce qui se passe entre la vache qui est dans le camion pour aller à l'abattoir et la barquette au supermarché. Il y a vraiment une volonté très claire parce que je pense que si tout le monde était au courant, tout le monde avait vraiment accès et pouvait voir étape par étape ce qui se passait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes, enfin beaucoup moins de personnes qui mangeraient de la viande dans tous les cas. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les abattoirs, je pense dans n'importe quelle usine agroalimentaire, ne serait-ce que pour des gâteaux, voilà, des gâteaux au chocolat, et je pense qu'on est dans les mêmes choses. Voilà, il y a une volonté très claire, très nette de l'industrie agroalimentaire de cacher ça, parce que c'est brutal, parce que
c'est violent parce que on travaille avec la mort au quotidien. Il y a, voilà, c'est ce que je décris dans le livre, ces odeurs, ce bruit, ce sang qui sont omniprésents et qui, à l'heure du steak, de l'entrecôte chez le boucher, tout ça a été gommé. Il ne reste que ce produit un peu gommé et beaucoup plus présentable, quoi. Et le froid. Oui, le froid aussi. Et ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Là, pour le coup, en tant que lecteur lambda, on apprend énormément de choses sur ce métier, sur ce milieu-là. C'est un milieu qui, on se doute évidemment, est souvent exclusivement masculin, excepté pour les saisonniers comme pour Laetitia. Vous faites également une satire des grandes enseignes si propres de l'extérieur avec ces barquettes, en effet, qui sont extrêmement marquantes. Avec cette image du boucher à moustache que vous insérez, c'est un passage extrêmement intelligent là aussi. Ces mauvais morceaux de viande aussi qu'on envoie en Italie ou en Grèce. J'aimerais que vous nous parliez aussi de ce métier-là dans la réalité des faits, puisque en tant que consommateur, j'imagine que, comme vous l'avez dit, beaucoup ne sont pas au courant de ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui véritablement vous a choqué quand vous y avez travaillé? Qu'est-ce que vous ne connaissiez pas avant d'arriver et qu'est-ce qui vous a peut-être, qui a modifié en tout cas certaines habitudes, soit de consommation, soit en tout cas de réflexion? C'est une bonne question. Il faudrait que j'y réfléchisse quelques minutes. Déjà, quand même, tout ce que je viens de vous dire pour le rapport à la viande et le rapport à l'animal, en fait, le fait quand même de prendre conscience qu'on n'est pas, quand on achète un steak, on n'est pas avec des carottes râpées, quoi. Voilà, c'est pas la même chose. Et ce que je voulais aussi dire, pour revenir sur ces vidéos de L214, qui parlent de la souffrance animale. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler de la souffrance animale. Elle existe. Moi, j'en ai pas été témoin. Je pense qu'elle est quand même relativement rare, mais elle existe. Et parce que, alors pourquoi elle est aussi rare? Parce que concrètement, les abattoirs ont aussi intérêt à ce que la viande ne soit pas maltraitée au moment de son abattage, qu'on va se retrouver avec une viande potentiellement, un animal potentiellement stressé, une viande tendineuse et assez acide, et donc qui en termes de qualité qui sera moins bonne. Donc, il y a vraiment une volonté justement d'atténuer au maximum la souffrance et la peur de l'animal au moment de l'abattage. Cela étant dit, ça c'est théorique, et donc il y a bien sûr aussi des cas de personnes qui ne respectent pas ça et des cas de souffrance, c'est clair. Mais je pense que même sans montrer la souffrance, si L214 se contentait de filmer la chaîne de l'abattage du début à la fin de tout ce qui est fait petit à petit, et ben en fait ça suffirait. Les images seraient suffisamment dures pour que les gens réalisent ce que c'est réellement. Donc voilà. Donc je pense que moi ce qui m'a marqué, en tous les cas, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est la déshumanisation de A à Z, quoi. C'est la manière dont la grande consommation, dont la grande distribution s'est retrouvée dans des systèmes où tout est déshumanisé, où l'animal est déshumanisé, où le paysan qui amène ses bêtes est déshumanisé, où l'employé qui travaille dans l'abattoir est déshumanisé, où la personne qui travaille au telle ou telle enseigne, Super U ou je ne sais quoi, est totalement déshumanisée aussi. Et finalement, on est dans une quête permanente de rentabilité et de recherche de profit aux dépens de l'humain et de l'animal finalement, puisque c'est la même chose. Où voilà, comme je parle des vaches notamment, de ces ce passage, je crois que c'est un des passages que j'avais prévu de lire aussi tout à l'heure, mais de ces vaches à lait qui sont des vaches qui passent leur vie enceinte à donner naissance à des veaux et qui finalement, alors qu'elles sont trop vieilles, vont être envoyées à l'abattoir parce qu'elles ont tellement nourri leur veau qu'il reste plus rien, il reste que de la qui est une espèce de couverture de chair et puis ça va être envoyé pour faire des steaks hachés chez McDonald's, quoi, où tout est utilisé, tout est recyclé, tout est voilà, et dans la bête c'est le cas aussi, quoi, tout est utilisé. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment la déshumanisation qui est à mon avis un phénomène assez nouveau, qui est une évolution sociétale aussi qui reflète ça. C'était pas, je pense, le cas avant, lorsqu'on avait notamment des petits abattoirs locaux, lorsqu'on avait lorsque les paysans étaient eux-mêmes autorisés à abattre leurs propres animaux, etc. Voilà, leurs propres bêtes. On voit depuis quelques années, on sait ce que c'est, on sait ce qu'est un abattoir à présent, on voit, il y a des publicités également extrêmement fortes pour nous inciter à ne pas manger de viande.
en prenant une vache par exemple et en le transformant en steak, etc. Peu importe, mais en même temps, il y a toujours des gens qui mangent de la viande. On sait également que la cigarette tue et pourtant, il y a toujours autant de gens qui fument. Quel est le déclic? Est-ce que vous avez une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, excepté peut-être les vidéos d'une chaîne d'abattage du début à la fin, est-ce que véritablement, même ça, est-ce que l'être humain est capable de faire une croix sur un plaisir ancestral, manger de la viande? Est-ce que l'être humain est capable de faire ça? Moi, je trouve ça très, très dur et je suis, on va dire, assez libertaire dans mon approche, quoi. Je trouve ça dur d'interdire des choses aux gens, quoi. Même, je trouve ça assez dur, c'est de matraquer des messages sécuritaires, des messages sanitaires aux gens. Par exemple, voilà, fumer dessus, manger 4 fruits et légumes par jour, etc. Donc, j'aurais du mal à vous dire. Après, je pense que c'est cheminement personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus végétariens du fait des vidéos de L214 et qu'en ce sens-là, même s'ils n'étaient pas totalement toujours d'accord avec la démarche ou avec la manière dont c'était fait, je pense qu'ils ont eu une efficacité et qu'ils ont réussi à faire passer leur message par ces actes politiques-là et qu'en ce sens, ils ont réussi. Euh, moi, je serais plus, je peux dire, pour des arguments écologiques, qu'en effet, je me questionne de manger, voilà, voilà, c'est vrai que personnellement, je trouverais ça dur. Je pense que quelqu'un qui n'aime pas la viande, qui n'aime pas manger une entrecôte ou quoi, c'est beaucoup plus facile de devenir végétarien que quelqu'un pour qui c'est véritablement un plaisir, quoi. Donc, c'est une question qui est très difficile. En effet, je pense qu'on est tous on est de plus en plus dans des sociétés éveillées, alertées sur tout un tas de questions. On est de plus en plus tensé à droite à gauche de ne plus faire telle chose ou telle autre, de ne plus prendre l'avion, de ne plus fumer, de ne plus boire d'alcool, de ne plus boire de café. Voilà, il y a ces injonctions qui sont assez multiples. Je pense que chacun y répond aussi personnellement selon peut-être les choses auxquelles il est le moins attaché ou auxquelles il tient peut-être le moins. Mais c'est une question qui est super dure. Moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Mais on est en effet, c'est une question, c'est une très bonne question, quoi. Mais j'ai pas la réponse. Votre discours n'est pas manichéen et ça, c'est quand même parce qu'on aurait pu penser que c'était un livre extrêmement, comment dire, avec des idées arrêtées. Ça aurait pu être un roman extrêmement dur envers les abattoirs, extrêmement. Alors, il est dur, évidemment, mais vous avez quand même cette faculté à. Militant, oui, c'est ça, c'est le mot. Militant. Ce n'est pas un livre militant. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi dans votre approche, parce que vous racontez aussi le quotidien d'un ouvrier et que je me rappelle par exemple, pardon, j'ai d'autres idées qui viennent en tête, mais je me rappelle de ces ouvriers qui étaient attaqués, qui étaient violentés parfois parce qu'ils travaillaient dans des abattoirs. Et vous racontez aussi leur quotidien en disant que travaillent là peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément le choix, parce que c'est une habitude. Voilà, je trouve que ça, c'est très intelligent de votre part de ne pas en avoir fait un livre militant socialement, en effet, comme le dit Loblit. Oui. Bah, oui, c'est une très bonne question à nouveau. Et ce terme de militant ou d'engagé, je trouve que c'est un terme très dur parce que je pense que chaque artiste ou chaque auteur ou chaque écrivain a l'impression d'être engagé à sa manière. C'est-à-dire que c'est aussi qu'est-ce qu'on voit par ce prisme-là. En effet, j'ai pas voulu en faire un manifeste politique. J'ai pas voulu que le livre soit parce que pour moi, il me semble que la réalité toujours est beaucoup plus complexe. Qu'il y a toujours vous parliez tout à l'heure notamment du racisme ou en tous les cas du vote Rassemblement national. Eh ben, comment dire, moi, voilà, je suis pas de ce bord-là, voilà, mais j'aurais du mal à condamner une population parce qu'elle vote pour ça. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends. Enfin, j'ai envie de comprendre, mais je me dis que c'est con parce qu'on se retrouve finalement à voter pour quelqu'un qui va à l'envers, qui veut finalement faire l'inverse de de qui on est ou qui va aller à notre désavantage. Mais j'ai envie aussi de comprendre les mécanismes qui font qu'on en arrive là. Et je pense que c'est aussi un grave problème qu'on a, en tous les cas, dans une certaine gauche aujourd'hui, de condamner, de juger telle ou telle personne parce qu'il fait tel ou tel acte, mais sans finalement arriver à comprendre, qui est pour moi la genèse de ça, comment on en est arrivé là, comment on en est là. Et par exemple, sur mon autre livre, Demain la brume, je vais sauter de livre, mais qui est sorti sur les guerres de Yougoslavie, je me pensais sur
sur les quelques mois qu'ont précédé qu'ont précédé le conflit et qui montrent en fait la montée du nationalisme, la montée des nationalismes, puisqu'on se retrouve de plus en plus entre Serbes et Croates qui étaient yougoslaves et qui se retrouvent de plus en plus à se déchirer. Et il me semble très intéressant de montrer comment ça se produit, comment c'est quelque chose qui peut toujours se produire aujourd'hui, et de ne pas forcément condamner ça, même si j'ose espérer que je n'aurais pas moi-même réagi comme ça, mais de montrer en tous les cas comment ça se déroule, comment ça se met en place et quelles sont les conséquences. Voilà. Donc j'ai un peu oublié votre question. Donc oui, sur les ouvriers, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a choqué. Hasard du calendrier, le livre est sorti en 2017, qui était vraiment l'année où il y a eu toutes ces vidéos et tous ces scandales autour de L214. Et donc je me suis retrouvé très 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 souvent. La promotion du livre a duré longtemps, elle a duré plus d'1 an. Et pendant un nombre assez important de rencontres, je me suis retrouvé à débattre avec des militants de la cause animale, notamment des militants d'L214, sur des thèmes qui, moi, forcément, je me retrouvais un peu embarqué sur des thèmes dont je ne savais pas trop quoi dire, quoi. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, moi, je pense que en effet, c'est mal, mais en fait, on voulait me faire jouer un rôle. Je me retrouvais un peu contre moi-même dans un débat qui me dépassait et qui surtout, selon moi, était pas vraiment le cœur de mon livre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je voulais défendre dans le livre, c'était l'humain. C'est le fait que ceux aussi que la machine broie, c'est ces hommes et ces femmes. Alors que je me rappelle, dans certains débats, j'ai eu des personnes en face de moi qui me disaient que ces ouvriers étaient des tortionnaires. Ces ouvriers étaient au même titre que des personnes qui travaillaient dans des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Ça allait assez loin et j'ai trouvé ça très violent. Violent par une négation du fait social, que quand on est dans certains endroits en France, on n'a pas d'échappatoire possible, on se retrouve avec des options, des opportunités de travail qui sont très limitées et que finalement souvent il n'y a que ça comme choix. Et il y a un personnage dans le livre que j'aime beaucoup. Je me suis vraiment très inspiré d'un jeune qui avait mon âge, j'avais 21 ans, 22 ans à l'époque, et il était là, ses parents avaient une exploitation de bœuf, il adorait les animaux, il adorait le bovin, il adorait l'extérieur, il adorait être avec des bêtes. Et en fait, la ferme périclitait, c'est son frère aîné qui reprenait, et lui, il avait plus de choix que de se retrouver à travailler à l'abattoir. Et ça faisait déjà 3-4 ans qu'il y était, et il me disait, moi, les bêtes, je les aime à l'extérieur. Et c'était super triste, et je suis quasiment certain, j'ai malheureusement plus de contact avec lui, je suis quasiment certain qu'il y est toujours aujourd'hui. Et voilà, et c'est ces destins de vie qui sont aussi assez dramatiques, et je pense que je voulais mettre je voulais essayer de mettre en tous les cas de l'humain, de mettre la lumière sur ces personnes-là et sur ces trajectoires de vie qui fait qu'on se retrouve là, et qui se sont retrouvés. Fuit les hommes. Son but est quasiment de fuir les hommes. Ça, c'est aussi fort d'aller vers les bêtes et donc de fuir l'humanité. Sandra? Oui, je voulais revenir sur les sens qui sont très en éveil, je trouve, dans votre roman. Enfin, j'ai écrit plusieurs fois dans la marge que j'entendais le silence, que je sentais le sang. Enfin, ce sont des sensations quand même fortes, et c'est fort avec les mots de pouvoir faire ressentir ça. Et je me demandais justement comment vous aviez travaillé ça, parce que ce ne sont quand même pas des odeurs, des bruits quotidiens, habituels, même si vous y aviez travaillé 4 mois, ça reste quand même effectivement très, très court. Mais est-ce que pendant les 4 mois où vous les avez travaillés, est-ce que vous avez pris des notes, je ne sais pas, de tout ça, ou est-ce que je ne sais pas, par exemple, le personnage qui vous inspirait, Paul, est-ce que vous l'avez interrogé là-dessus aussi pour peut-être pouvoir en parler? Parce que ça m'a semblé quand même assez fort de pouvoir traduire ces sensations-là aussi bien, aussi parfaitement, alors que ce n'est pas votre quotidien à vous, quoi. Oui, sur votre question, en effet, l'écriture sensorielle, moi, alors je pense que ça vient d'une déformation de lecteur. Moi, c'est vrai que quand je lis des textes, j'adore les textes qui c'est peut-être un texte que beaucoup auront lu ici, le texte de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, par exemple, qui se passe au début des années 90. Moi, ce que j'ai adoré dans ce texte, c'est justement qu'on se replonge dans une époque, quoi. Il arrive vraiment à nous faire ressentir les odeurs, d'une époque un peu révolue, et ça m'a fait surgir aussi des souvenirs. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans une écriture, c'est la manière comment l'auteur arrive, moi, à me faire ressentir quelque chose, à me faire me transporter dans un ailleurs, dans un autre endroit. Et donc, je trouve que c'est, moi, j'aime beaucoup ces écritures sensorielles, et j'ai tendance, je pense, de ce fait-là, à aussi beaucoup écrire de la sorte, quoi, en mettant beaucoup en valeur les odeurs, les différents paysages, les différents bruits, des choses comme ça. Donc, c'est tout ça.
assez important. Paul, et je ne l'ai pas interrogé sur son travail, en repensant à ce texte, parce que maintenant j'ai vraiment beaucoup de recul avec ça, je l'ai vraiment écrit dans un sorte de tunnel où voilà, j'avais pas pris des notes quand je travaillais parce que je n'avais pas encore pris conscience, je pense, du côté peut-être exceptionnel ou en tous les cas de ce que je voulais en faire un texte, un roman. Mais c'est venu après, c'est venu dans l'année qui a suivi où là j'ai vraiment griffonné sur beaucoup de carnets parce que c'était en plus étonnamment, moi j'avais eu cette expérience, c'était un travail étudiant, j'avais fait ça quand j'étais fini, mais en fait en parlant à beaucoup de gens autour de moi, voilà, j'étudiais donc les sciences politiques, donc c'est quand même un milieu très on va dire très des gens qui viennent quand même de milieux souvent de classe moyenne supérieure, voire supérieure. Et donc, il y avait pas cette curiosité, en tous les cas, de la part de beaucoup de gens qui me demandaient d'en parler, de témoigner de ça, quoi. Est-ce que, voilà, moi, j'étais un peu surpris que ça éveille autant d'intérêt. Et donc, j'avais commencé, je me rappelle, dans le cadre d'un texte que j'avais écrit, à prendre beaucoup de notes et justement retranscrire des discussions, des dialogues que j'avais pu avoir, voilà, tous ces choses-là. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment fondé l'écriture de ce texte-là. Alors que dans tous mes autres livres, j'ai vraiment ce besoin très fort de mener énormément d'entretiens, de passer beaucoup de temps à discuter avec des interlocuteurs. Voilà, vraiment une part énorme de recherche. Celui-ci, finalement, j'ai fait assez peu. Je me suis documenté sur des manuels, notamment de découpe de bouchers, sur des manuels d'abattage, des choses comme ça. J'ai eu quelques formateurs au téléphone. J'ai eu 2 anciens collègues au téléphone, mais je me suis arrêté assez rapidement. J'ai pas voulu, je pense, retourner dans le passé, revoir ce qu'étaient devenus ces gens-là. J'ai préféré aussi m'imaginer, quoi. Je pense. Ouais. J'aimerais qu'on parle, on en a parlé un petit peu dans le chat, mais sur le titre, en effet, Jusqu'à la bête, Claire disait qu'il paraissait évident après l'avoir publié, mais apparemment vous aviez travaillé tous les deux là-dessus. J'aimerais avoir vos avis, comment le titre a évolué par rapport à cela. C'est vrai qu'il est très beau ce titre parce qu'il veut dire beaucoup de choses, il y a plusieurs sens et il est parfait. Vous l'avez parfaitement choyé ce titre, mais quelle est l'histoire de ce dernier? Moi, pour résumer très vite ce que je disais dans le chat, c'est qu'effectivement, on avait eu beaucoup de mal à le trouver. Je ne sais pas si tu te souviens, Timothée, mais effectivement, très longtemps, le texte n'a pas eu de titre. On était vraiment sur le monologue de ce personnage. Et effectivement, tu n'es pas parti d'un titre, en fait, comme ça peut arriver pour d'autres auteurs ou pour un autre texte. Et effectivement, je sais qu'on avait vraiment beaucoup galéré. Et c'est étonnant de me rappeler de cette phase-là où on avait du mal à trouver ce titre, tellement ce titre me paraît maintenant couler de source, en fait. Je ne sais pas si l'on va de même pour toi. Si, c'est pareil. Je crois même que la veille de la sortie, on n'avait toujours pas le titre, non, c'est ça? Non, pas à ce point, mais, mais non, mais oui, effectivement, au moment de devoir on a l'annoncer à la passé, diffusion, on galérait, ouais. on a passé beaucoup d'heures à discuter des titres. Il y a eu il y a eu plein de suggestions. On a un petit peu oublié les différentes suggestions. Et oui, en fait, c'est venu un peu comme une évidence, quoi. Alors que on avait déjà fait pas mal de réunions pour discuter de ce titre bon, c'est vrai que moi, ça me préoccupait moins que vous. Je pense qu'en tant qu'éditrice, c'était important d'avoir un titre assez rapidement. Moi, c'était un peu moins important. Je voulais surtout travailler le texte, finir le texte. Mais voilà. Mais oui, quand c'est venu, en effet, ça semblait assez évident. Ouais, c'est vrai. Mm. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous lisez, que ce soit en ce moment ou en tout cas peut-être les auteurs qui ont été importants pour vous en tant qu'auteur ou en tant que lecteur. On voit à peu près, alors à mon sens, vous avez plus de talent que Nicolas Mathieu, euh, mais, euh, mais j'aimerais connaître un petit peu vos influences littéraires, voire culturelles. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Parce qu'on sent Ah, aussi un rôle de la musique. On parlera peut-être de la playlist juste après, mais il y a quand même il y a quand même quelque chose chez vous. Il y a une voix, il y a quelque chose qui est impactant à mon sens, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être des influences aussi musicales. alors, c'est sûr que pour ce texte, il y en a. Ça, c'est certain que pour ce texte, il y a des. Enfin, d'ailleurs, j'écris souvent. C'est drôle. En fait, alors les playlists, c'est Asphalt qui a décidé de faire ça. C'est Asphalt qui fait ça. Euh, et, et, et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça m'a. À la fois, je me retrouve à devoir mettre une playlist à la fin, mais aussi ça coule de source. Et finalement, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais peut-être pas faire un livre sans mettre une playlist parce que la musique accompagne aussi l'écriture. Donc, j'écris
en musique. Je n'écris pas avec n'importe quelle musique, c'est-à-dire que je pourrais pas écrire avec voilà, Gainsbourg ou du Brassens ou des chansons à texte, parce que bien sûr, ça viendrait parasiter le pensée et l'écriture, mais j'écris beaucoup avec de la musique classique ou des musiques atmosphériques, des musiques voilà, qui sont en tous les cas sans paroles audibles ou intelligibles pour moi, ce qui me permet de me mettre quand même dans une atmosphère, dans une ambiance particulière, et ensuite voilà, de pouvoir écrire avec cette ambiance-là. Donc là, on a dans le texte, dans la playlist, on a à la fin, où est-ce que c'est? On a par exemple cette chanson de Nils Fram. Je ne sais pas si c'est dans le post. Est-ce que c'est dans le post aussi? Non, il n'y a pas dans le. Ah si, il y a dans le post. Ouais. C'est la chanson de Nils Fram, State, qui est une chanson qui doit durer une dizaine de minutes, qui est très atmosphérique, très redondante, avec comment dire, une espèce de rythme comme ça qui revient, une mélodie qui devient de plus en plus oppressante, de plus en plus pressante. Voilà, donc il y a quelques mois, il y a un groupe de musique qui s'appelle Godspeed You Black Emperor, qui est un groupe canadien qui me plaît beaucoup et qui est pareil dans ce côté vraiment très intense, où la musique va devenir de plus en plus oppressante, qui va vraiment nous serrer le cœur. Et par exemple, en termes d'écrivain, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain américain et qui se rapprocherait de ça, c'est Hubert Selby, qui est un écrivain américain des années 60-70, il me semble, qui a écrit La Zone, Last Exit Brooklyn, Retour à Brooklyn, et qui sont des textes qui sont quasiment absolument, qui montent en intensité avec parfois des passages qui sont presque insoutenables. Et voilà. Et moi, dans tous les cas, cet auteur-là, j'y avais beaucoup pensé pour l'écriture de Jusqu'à la bête. Après, sinon mes autres influences, voilà, un autre texte que j'ai beaucoup aimé, auquel j'ai pensé en écrivant Jusqu'à la bête, c'est le livre de Mathias Sénard, Zone, que moi je trouve, personnellement, j'ai trouvé assez époustouflant, d'arriver à faire un livre de 500 pages comme ça, sans ponctuation, et de garder surtout un souffle et un rythme et une poésie de la langue, une rythmique que je trouvais moi assez époustouflante. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ce livre forcément, mais moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et sinon, sur mes influences, c'est pas forcément des livres qui m'ont influencé, qui m'ont accompagné dans l'écriture de ce texte-là, mais moi, j'ai des écrivains de l'Est, j'aime beaucoup Kafka, j'aime beaucoup Kundera. Il y a un écrivain polonais qui s'appelle Andrzej Stasiuk, que j'aime beaucoup. Voilà, en écriture américaine, moi, j'ai beaucoup été influencé à 20 ans par les écrivains un peu beat, de la Beat Generation, les Kerouac, les John Fante, les Burroughs et tout ça. Même si j'ai relu depuis, en fait, j'étais super déçu. Je me suis dit, oh là là, en fait, j'aimais ça, mais je n'aime plus du tout. Et voilà, j'ai découvert il y a 5-6 ans Roberto Bolaño, un écrivain chilien qui est devenu, je pense, mon métier, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est l'écrivain aujourd'hui. Je lis ses livres et toutes les pages, j'ai mon carnet à côté, et j'ai des dizaines d'idées qui me viennent parce qu'il a une manière, je sais pas, j'aurais du mal à le décrire, mais dans ses formulations, dans ses phrases qui sont pourtant assez simples, de créer quelque chose systématiquement. Dans chaque phrase, il y a un univers qui s'ouvre, quoi. Et je trouve ça vraiment, sur les abattoirs de Chicago que j'ai lu dans le cadre. Ouais. Et voilà, il y en a plein. Je veux dire Céline, mais bon, c'est un peu classique. Tout le monde dit Céline. En fait, c'est dur. Il faudrait vraiment que j'ai ma liste, il faudrait que je me note tous les écrivains qui m'ont accompagné. Ouais. Oh, mais on peut finir sur Roberto Bolaño, c'est vraiment parfait, Timothée. Je comprends pourquoi vous êtes un grand écrivain, je comprends, c'est bon, c'est le mot magique en effet. Merci. J'aimerais que vous nous disiez un deuxième extrait et puis ensuite on finira sur la question que vous attendez depuis tout à l'heure puisque vous aviez parlé du prochain roman, mais que là vous n'avez pas d'actualité, il n'y a pas de roman qui sort en même temps que le Poche, donc la question tombe à pic. Très bien, j'y répondrai. Merci. Ouvertement. Donc c'est un passage justement où on va entendre la mélodie des claques dans les abattoirs. Et puis avec un petit passage sur le rapport à l'autorité qui va suivre. Voilà. Claque, une demi-carcasse. Claque, une demi-carcasse. Claque, une moitié de la 56-12. Claque, la seconde moitié. Claque, la 56-13. Claque, claque, claque. Jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'aux vacances, jusqu'à la retraite. Claque, ou jusqu'à la mort. La chaîne, cette maudite chaîne, qui ne nous quitte jamais,
jamais vraiment. L'été à la mer, elle tourne toujours. Au café, elle tourne toujours. Au Super U, elle tourne toujours. Clac, clac, clac. Le chant de la machine de métal et les carcasses qui passent, qui se balancent, qui me heurtent avec leur texture flasque, me poussent doucement à leur allure, lente, molle, mais inéluctable, comme un mauvais rêve. Les rails qui s'ouvrent et se ferment, clac, et moi qui perds contrôle, paralysé, et la chaîne qui s'emballe, clac, clac. Le directeur commercial export vient dans mes frigos, inspecter sa marchandise, son bétail mort. Le directeur commercial export. Il me serre la main, molle, froide, mécanique, je lui rends sa poignée de main, et je baisse les yeux. Salut du con. Il vient parader dans mon domaine, dans mon frigo dont il prend soudain possession. Il me dit, ce serait bien que t'évites de mettre les Vendek et les Charolux ensemble. Oui, d'accord. Ça m'était sorti tout seul de la bouche. Oui, d'accord, je lui avais répondu. Et je m'étais exécuté, bien sûr. Je m'étais tu. J'avais écouté ses réprimandes, j'avais obéi, et je lui avais de nouveau serré la main, froide et mécanique. Comme mon environnement, froid et métallique. De la tôle, des générateurs, des rails bruyants, des lames de scie qui crient leur peine, qui rugissent au contact des os des bêtes, qui résonnent entre les parois dans nos têtes, des lames, des crochets. Tout est fait pour faire mal, pour blesser, pour tuer. Du bruit. On peut tuer avec le bruit aussi, on peut tuer avec ses mains aussi. Avec cette main que je viens de serrer qui essuie discrètement sur son tablier. Et le directeur commercial export repart vers ces jeunes bovins d'à peine 20 mois, qui n'auront jamais vu le jour aux muscles gonflés artificiellement par le gavage en élevage, ou vers ces vaches rachitiques, vieilles et usées, tirées pendant des années pour du lait, génitrices de veaux à la pelle, des dizaines de veaux, âgés de 10 ans et plus bonnes à rien, juste à l'abattoir. Merci pour vos 10 années de service rendu, pour votre lait, pour votre utérus, à l'abattoir maintenant. La graisse jaune qui colle au peu de chair restant sur l'animal, la chair rouge, maigre, pour des steaks hachés dans des fast-foods. Voilà. Justement, la suite, vous avez sorti un roman, pas un roman, pardon, un récit de non-fiction chez Marchiali, mais quelle est la suite? Est-ce que cette non-fiction a créé une sorte d'appétence à ce genre-là? Au contraire, est-ce que vous allez revenir au romanesque? Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées. Tout à l'heure, vous parliez des romans qui n'ont pas été créés, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées en tête et que potentiellement, il peut y avoir beaucoup de romans publiables dans les tiroirs. Alors oui, tout à fait. Bah, donc j'ai publié en janvier 2021 ce texte Voyage au Liberland, qui dans la maison d'édition Marchiali, qui sont spécialisés, ils font une très belle couverture, des très beaux objets littéraires sur l'épopée d'une micronation entre la Serbie et la Croatie. J'ai eu vent en travaillant sur un documentaire sur place et qui a donné lieu à ce livre un peu ubuesque, quoi, sur la situation, sur des espèces d'olibrius tchèques qui ont créé un pays, quoi, entre la Croatie et la Serbie. Donc c'était aussi sympa parce que j'ai fait pour une fois, même si le livre finalement est plus sombre que la description, c'était quand même quelque chose de plus léger, quoi. Même s'il y a des enseignements, des thèmes qui sont assez parlants, j'ai quand même travaillé dans des textes assez noirs, assez désenchantés, et là c'est quelque chose d'un peu plus léger, on va dire, ce texte-là. Donc voilà, mais non, j'ai pas forcément eu d'appétence pour enfin, j'ai bien aimé la non-fiction, mais je crois que je préfère encore la fiction, même si j'ai vu que vous aviez organisé quelques rencontres avec pour des auteurs de chez Bouclard, maison d'édition de Nantes. Moi, je vis à Nantes, partage mes bureaux où je suis actuellement avec l'équipe de Bouclard. Donc, on est aussi en train potentiellement de travailler sur un projet, même si j'ai encore aucune idée en tête de travailler avec eux. Mais non, le projet qui m'anime le plus, et ça fait des années que je travaille dessus, c'est un projet qui est plus une espèce de grande fresque familiale, une épopée familiale qui parlerait des Sudètes, cette région d'où vient moi mes grands-parents, qui est des régions frontalières de République tchèque avec l'Allemagne et qu'on connaît voilà, par la crise des Sudètes, où en gros Hitler avait demandé le rattachement des Sudètes à l'Allemagne et Daladier et Chamberlain avaient accepté en 38 qui ont mené un peu, comme c'était vu comme un premier pas vers la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je voulais parler de cette région-là dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce serait une grande fresque historique et familiale à travers 4 personnages voilà. C'est un travail c'est un livre qui me demande beaucoup de travail. J'y travaille depuis longtemps maintenant, beaucoup d'entretiens parce que ça se passe à différentes époques et j'essaie à nouveau de retravailler, faire un travail presque d'historien, quoi, de faire beaucoup d'entretiens avec les différents personnages. Et puis c'est un livre aussi plus personnel parce que ça me raconte une histoire qui moi me touche, qui est
en lien avec ma grand-mère qui, en gros, lors de son décès en 2005, moi j'habitais à Prague et on a trouvé en vidant son appartement une lettre de son amoureux de jeunesse qui vivait encore dans les Sudètes et voilà, je lui avais répondu, il m'avait appelé et puis je m'étais rendu sur place, il m'avait raconté l'histoire de ma grand-mère alors qu'elle venait de mourir et qu'elle n'avait jamais parlé de son passé puisque les Allemands ont tous été expulsés après la Deuxième Guerre mondiale de ces régions-là. Il y avait plusieurs millions d'Allemands qui vivaient et qui ont été expulsés. Voilà, donc c'est un peu à nouveau, c'est un récit qui se place du côté des perdants de l'histoire, quoi, de ceux qui ont qui finalement sont les bourreaux, quoi, les Allemands, enfin voilà, qui se sont trouvés finalement victimes après la Deuxième Guerre mondiale, comme le espèce de balancier de l'histoire qui vient toujours chasser les uns voilà, et qui parle un peu de tout ça, de ces régions, de ce qu'elles sont devenues, puisqu'après dans les années 90, c'est devenu des régions qui sont au contraire, alors qu'on voulait régler le problème allemand, qui sont devenues des régions qui accueillent les Allemands à bras ouverts pour voilà, faire de l'essence pas chère, acheter de l'alcool pas cher, des cigarettes pas chères et aussi beaucoup, beaucoup de prostitution. Donc finalement, en réglant le problème allemand, on s'est retrouvé avec un nouveau problème allemand qui est peut-être plus dramatique aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, ça va parler de tout ça. Ça va être un pavé encore, mais voilà. Ouais. Je sais pas, c'est dur d'en parler, j'en ai jamais trop parlé, donc j'ai du mal à faire quelque chose qui donne forcément très envie. Il faudrait que je travaille ça avec mes éditrices sur comment vendre, faire un plus vendeur, hein, c'est bien. Donc, ça veut dire que ce sera chez Asphalt. Je sais pas, j'ai envoyé le texte à Claire il y a quelques semaines. Je sais pas, elle est en train de le lire. Ah, moi, je suis incroyablement privilégiée, c'est que je peux déjà commencer à lire de très longs extraits de ces textes et ça va être absolument merveilleux et ouais, ça va être assez incroyable. Donc oui, et je pense que déjà tu en parles très bien, tu as donné envie à pas mal de monde sur le chat, donc patience, ça viendra. On retrouve effectivement, on a la jonction de plusieurs de tes romans aussi, on retrouve cette histoire qui broie les existences, on retrouve ces petites histoires qui sont vraiment des fils dans la trame de la grande histoire. On retrouve ce rythme dans l'écriture qui est lancinant, qui est poignant. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Pas à peu près quand ça sortira, mais d'ici un an. C'est pas fini, ouais. Voilà, c'est un peu tôt pour dire, mais laissons au roman le temps de s'écrire. Merci infiniment à tous les deux. Timothée, j'espère, je vais porter ce texte et je suis persuadé que beaucoup vont le porter aussi. Il est sorti en poche récemment chez Asphalt Édition et c'est un merveilleux texte brut qui est extrêmement dur, qui est extrêmement poignant, mais extrêmement surtout instructif, extrêmement bien écrit, bien sûr. Et j'espère qu'il aura aussi une deuxième vie avec cette sortie poche. Je vous le souhaite à Asphalt et à vous, Timothée, parce que c'est un immense texte. Et donc, clairement, je suis assez fan de vous, Timothée. Je l'ai assez. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci à tous les deux. Merci infiniment et merci à tout le monde. Un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Venus si nombreux. Au revoir. Au revoir, Timothée. Et vive Roberto Bolaño. Oui. C'est ça. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir.